Mardi 7 novembre 2023, il est 13 h à Abidjan. Bienvenue dans le journal de la mi-journée. Madame, monsieur, bonjour. Les rendez-vous du dialogue public-privé se tiennent depuis hier lundi ici même à Abidjan, 48 heures pour mener des réflexions autour de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé était représenté à cette cérémonie d'ouverture par le ministre des Finances et du Budget. Nous en parlons dans ce journal. Les étudiants de l'Université de San Pedro, formés à l'entrepreneuriat, une initiative des responsables de cette université thématique qui entendent donner des rudiments nécessaires aux apprenants afin de faire d'eux, en fin de formation, des entrepreneurs fins. Et puis, déploiement d'un important dispositif sécuritaire pour rechercher Claude Pivy. On est en Guinée. Et Claude Pivy radié donc des effectifs de l'armée. Dimanche 5 février au soir, les autorités guinéennes ne lésinent pas sur les moyens pour le retrouver. Voilà pour les titres. Bienvenue dans votre journal. Je vous le disais tantôt, les rendez-vous du dialogue public-privé se tiennent depuis hier, ici même à Abidjan, 48 heures pour donc mener des réflexions autour de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. La 6e édition va mettre en avant le type de partenariat qu'il faudra justement promouvoir entre l'État et le secteur privé. Notez que le Premier ministre Robert Begré-Mombé était représenté à la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous par le ministre des Finances et du Budget. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Abdoulaye Koné. Et c'est parti pour la 6e édition de la Journée nationale du partenariat. L'édition 2023 va ouvrir des réflexions autour de la responsabilité sociétale des entreprises pour une Côte d'Ivoire solidaire. Ce thème illustre parfaitement notre conviction profonde en la capacité du secteur privé à apporter en complément de l'action du gouvernement des solutions viables pour répondre aux défis de développement durable de notre pays, tout en bénéficiant de dividendes conséquents sur le long terme, ce qui est possible pour chaque entreprise, chaque grande entreprise et chaque PME. En plus des partenaires locaux, plusieurs points focaux de la commission de l'UEMOA prennent part à ce dialogue public-privé. La RSE, qui est un outil très important dans la vie active des entreprises, pour mettre en valeur les relations entre ce qu'on appelle le patronat et le personnel, doit être une réalité. Parce que c'est le capital humain. Lorsqu'il est promu, lorsqu'il est mis dans les conditions suffisantes, sa productivité s'améliore et s'accroît. Partenaire institutionnel stratégique du DPP, la Banque africaine de développement, porteuse des thématiques relatives à la RSE, était également représentée. Le thème de la JNP 2023 est conforme à l'orientation stratégique de PACA-CI, qui est d'accélérer la diversification économique ivoirienne afin de rendre la croissance plus inclusive, durable et résiliente au choc. Prenant la parole, le représentant du secteur privé a expliqué le choix de la thématique de l'édition 2023. La RSE est devenue l'enjeu majeur en ce début du XXIe siècle pour permettre notamment aux entreprises de répondre avec pertinence aux consommateurs devenant de plus en plus exigeants. Consciente de tous ces enjeux, la CGCI a entrepris depuis des années un vaste programme de sensibilisation et de renforcement de capacités sur les problématiques liées au développement durable. La conférence inaugurale du Premier ministre au patron de la JNP 2023 a été dite par le ministre des Finances et du Budget. Au moment où le gouvernement s'est engagé à garantir à nos populations un avenir meilleur et plus durable, il est plus qu'essentiel de consolider, à travers ce cadre de dialogue permanent, la vision partagée et complémentaire entre l'État et le secteur privé, en fédérant nos énergies pour mettre fin à l'extrême pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et trouver des solutions pérennes aux effets du dérèglement climatique. C'est pourquoi je voudrais me réjouir de la tenue de la 6e édition de la JNP, dont le thème nous invite à une profonde réflexion sur la trajectoire nationale pour l'atteinte des ODD à travers l'examen de la RSE, qui est par essence
la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Au cours de la cérémonie, le prix spécial du dialogue public-privé 2023 a été décerné à une huitaine de personnalités. Il s'agit d'acteurs qui se sont fortement illustrés dans la mise en œuvre du partenariat État-secteur privé. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a rencontré les futurs gestionnaires des ressources humaines de l'État. Au nombre de 295, ils ont été formés, ces futurs gestionnaires des ressources humaines de l'État, à l'École nationale d'administration. L'objectif est bien leur expliquer le bien fondé de cette formation et surtout de la création de cette filière. C'est ce que nous dit Grace Kando. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, rencontre les 295 élèves de l'École nationale d'administration ENA formés en gestion des ressources humaines et qui s'apprêtent à intégrer la fonction publique. La création de la filière de gestion des ressources humaines s'inscrit dans le vaste chantier de modernisation de notre administration et le gouvernement a bien compris l'enjeu et a décidé de passer à une phase de professionnalisation de la gestion des ressources humaines. Pour une gestion optimale et professionnelle des ressources humaines de l'État, la création de cette filière s'impose. L'État se réjouit qu'avant que ces agents nouvellement sortis de l'État puissent intégrer l'administration, il y a cet échange direct qui permettent aux uns aux autres de fixer les exigences de l'emploi et de fixer effectivement tout le rituel qui va donc encadrer le processus de l'intégration de l'administration. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, partage ses attentes sur la création de cette nouvelle filière. C'est important pour une organisation d'encadrer ses ressources humaines, de bien gérer la carrière de ces ressources humaines et de se donner des moyens pour que les ressources humaines soient épanouies dans tout leur parcours professionnel, qu'elles soient à même de donner le meilleur d'elles-mêmes pour répondre aux attentes de leur administration. Le décret de création de la filière en gestion des ressources humaines a été pris en Conseil des ministres en juin 2020. On évoque également les ressources extractives, mines, pétrole, énergie, et 3 secteurs d'activité en pleine croissance, érigés désormais en axe prioritaire par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette nouvelle vision nécessite l'amélioration de la gouvernance de ces 3 secteurs par la mise en place d'une politique nationale libre, claire et permanente. Eh bien, cela découle de la contribution de la mise à contribution du ministre Mamadou Sangafoua, d'experts d'ici et d'ailleurs en vue donc d'actualiser les orientations stratégiques. On en parle avec Lansina Bakayoko. Selon le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, même si les plans quinquennaux de développement définissent les activités stratégiques sectorielles, l'efficacité impose que ce cadre de référence puisse être alimenté à partir de contenus d'une portée plus large et plus longue. Une sorte de boussole relativement permanente. Pourtant, en ce qui concerne les axes de son département ministériel, en l'occurrence l'énergie et les ressources minérales, il manque un cadre de politique nationale structuré et intégré qui pourrait servir de schéma directeur immuable. Cette situation ne permet pas d'implémenter des actions cohérentes et durables avec des impacts optimisés. C'est ainsi que nous avons pris la décision de combler ce vide structurel en confiant à une équipe de consultants internationaux et nationaux constituée des Africains de préférence justifiant de compétences et expertises établies une mission d'assistance pour l'élaboration d'une politique nationale de l'énergie et des ressources minérales. Constat, cette étude commanditée par Mamadou Sangafoua Koulibaly s'écarte du schéma classique qui consiste à recourir à une firme internationale de conseil disposant d'un fonds d'études dans le domaine. Ce choix se justifie par 2 raisons aux allures de points de précaution. En premier lieu, je voulais une étude totalement indépendante, axée sur les seuls intérêts du pays.
L'indépendance des consultants vis-à-vis des divers centres d'influence de l'écosystème international m'est apparue primordiale pour la conduite des réflexions non orientées. En second lieu, la politique sectorielle de la Côte d'Ivoire doit être spécifique, distinctive et innovante. Pour la Côte d'Ivoire qui veut devenir un pays minier, un hub énergétique et une puissance pétrolière, le futur doit impérativement se bâtir sur le socle d'axes stratégiques que l'étude déterminera. Une mission difficile mais exaltante pour la quinzaine d'experts déjà au laboratoire. Voilà, le ministre Sangafoua qui donc actualise la politique nationale des ressources extractives. Le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique poursuit les séances de renforcement des capacités des acteurs locaux. Dernier en date, la notion de prospective territoriale enseignée donc au cadre en charge de la planification au sein des 14 districts autonomes, une formation essentielle car elle va permettre à ces chargés de planification d'élaborer des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire. C'est ce que nous dit Mahama Traoré. Les 14 districts autonomes créés par décret en 2021 ont l'obligation de mener des études prospectives territoriales. Études ayant pour but d'anticiper et de planifier les actions de développement d'un territoire donné. Pour réduire les inégalités régionales, c'est bon que les districts autonomes prennent leur destin en main et puissent faire également de la prospective, de la vision de long terme, en lien bien sûr avec les schémas directeurs. En sa qualité de structure technique compétente, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique entreprend d'outiller les cadres chargés de la planification au sein des collectivités en prospective territoriale. Nous savons que la plupart des districts autonomes sont aujourd'hui en train de réaliser leurs études prospectives, mais il est bon effectivement que ces directeurs-là puissent accompagner les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire les bureaux d'études, les cabinets qui ont été sollicités pour la réalisation des études prospectives, afin d'accompagner ces différents bureaux-là dans la réalisation des études pour les districts autonomes de Côte d'Ivoire. Il y a un comité de suivi du PND qui a été mis en place et donc cela va nous permettre de pouvoir mieux travailler, mieux coordonner et veiller à la collecte des données qui nous permettront à terme de pouvoir reverser tout cela pour faire un diagnostic, un bilan de l'exécution pour pouvoir programmer la prospective après 2040. Cette formation va permettre aux cadres en charge de la planification et du suivi des investissements dans les districts autonomes d'élaborer des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire. Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023. L'événement se prépare activement. Dans le cadre donc de l'organisation de cet événement, le ministre Amadou Koné, par ailleurs maire de Bouaké, a procédé lundi 30 octobre dernier au lancement des travaux de bitumage et de réhabilitation des voiries de la commune. Au total, 13,5 km de route à entretenir. On en parle avec Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Par ce coup de pioche, le ministre des Transports, Amadou Koné, maire de Bouaké, lance les travaux de bitumage et de réhabilitation des voiries urbaines. Une initiative gouvernementale qui s'inscrit également dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont Bouaké va abriter une poule. Ainsi donc, l'axe Kankomondo d'Apro, archidiocèse Saint-Marc de Broukro, 2 km 300. La jonction entre la voie AIBF, voie de contournement, voie de la présidence, 425 mètres. La rue Rutingen, au quartier Koko, 160 mètres. La voie contournement cité forestière, gendarmerie nationale, 685 mètres. La jonction entre le terminus Gonfreville et la nouvelle voie de Tola-Kwadiokro, 235 mètres. Fin bitume, lycée technique, voie principale, Djezou, 745 mètres. Sont entre autres les routes qui seront bientôt bitumées, soit un linéaire total de 7,5 km et 6 km de voirie à réhabiliter avec un nouveau tapis. Coût total des travaux, 11 milliards 400 millions de francs CFA. Il y a des voies structurantes qui vont permettre donc de pouvoir faire partie intégrante même de la Cannes. C'est sur ces voies-là que l'équipe va plus s'axer avant la Cannes. Une joie pour les populations. Je remercie sincèrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Vous savez, après la Cannes, la voie reste. Ça profite toute la population de Ndakro, Broukro,
Remercions le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Le maire de Bouaké, Amadou Koné, fait savoir que ce programme aura des impacts socio-économiques inestimables. Il y a une vraie cohérence entre les besoins des populations en réalité et les voies qui ont été définies. Nous allons travailler et sensibiliser les populations à la maintenance non seulement des infrastructures, mais à la maintenance du domaine public. Parce que c'est le domaine public qui est dégradé et qui a des conséquences aussi sur les travaux qui sont réalisés, notamment les travaux routiers. Le délai d'exécution des travaux est de 12 mois, fin qu'une bonne partie des travaux dans un délai de moins de 3 mois. Et on reste à Bouaké pour parler cette fois d'insertion socio-professionnelle des jeunes. 500 jeunes acteurs du secteur informel ont reçu des chèques des mains du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. C'était le samedi 30 octobre dernier à l'institution socio-éducative de Bouaké. 250 000 francs pour chacun des bénéficiaires. Cérémonie couplée à celle de la remise de matériel de salubrité aux bénéficiaires du programme TIMO. On retrouve Boubacar Silla, cette fois avec Soro Corona pour en parler. 500 jeunes acteurs du secteur informel à Bouaké reçoivent chacun un chèque de 250 000 francs CFA pour leur permettre d'entreprendre ou de renforcer les activités afin de développer leur autonomie financière. Les bénéficiaires reçoivent leur chèque des mains du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, à l'institution socio-éducative de Bouaké. Cette cérémonie de remise des chèques est couplée à celle de la remise de matériel aux bénéficiaires du programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, un programme gouvernemental qui offre des opportunités d'emploi temporaire et de formation aux jeunes en situation de vulnérabilité. Je dis beaucoup merci au président Alassane Ouattara pour ses conseils envers la jeunesse. Je dis merci au gouvernement. Je compte l'utiliser pour mon commerce. Je nous a fait grâce de ce que nous faisons partie de la population de Bouaké, qui faisons partie aussi du projet TIMO. Le maire de la commune de Bouaké invite les bénéficiaires à faire bon usage des fonds reçus et à s'intéresser aux activités mises en place par l'Agence Emploi Jeunes. Amadou Koné félicite le gouvernement pour toutes ses actions en faveur de l'épanouissement des jeunes. En réalité, grâce à votre concours, grâce au président, ce week-end, c'est plus de 2000 jeunes de Bouaké qui seront réinsérés dans le tissu économique et social. Et je voudrais vous prier de transmettre nos remerciements sincères au président Alassane Ouattara. Le ministre Mamadou Touré rappelle que ces actions s'inscrivent dans le cadre du programme Jeunesse du gouvernement 2023 visant à résorber la question du chômage et améliorer l'employabilité des jeunes. C'est une dynamique qui ne va pas s'arrêter. Pour dire aussi aux jeunes de Bouaké de continuer à garder espoir, mais de continuer à se battre pour aller à la rencontre des opportunités que le président est en train donc de créer un peu partout. Bouaké n'est pas en reste par rapport donc au programme Jeunes du gouvernement. Dans la région de Bouaké, environ 5000 jeunes, dont plus de 2500 à Bouaké, ont bénéficié du PJ-Gouv 2023. Pour cette année, le budget total du PJ-Gouv s'élève à 361 milliards de francs CFA. Il s'accentuera autour des différents axes, notamment la formation, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat, l'amélioration du bien-être des jeunes et le renforcement civique et citoyen des jeunes. Et justement, les étudiants de l'université de San Pedro sont formés à l'entrepreneuriat, une initiative des responsables de cette université thématique qui entendent donc donner les rudiments nécessaires aux apprenants afin de faire d'eux, en fin de formation, des apprenants, des entrepreneurs en tout cas. Dans cette dynamique, un panel a été organisé en collaboration avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et c'est avec Sam Konan qu'on en parle. Université de San Pedro, amphithéâtre 500 places. Les étudiants suivent avec beaucoup d'intérêt un panel animé par des chefs d'entreprise qui partagent leur expérience en matière d'entrepreneuriat. Au cours de cette conférence, on a retenu que pour être professionnel, il faut d'abord se connaître soi-même et de connaître aussi l'environnement dans lequel tu veux entreprendre tes activités. Nous, en tant que jeunes, on n'est pas formés, on a tendance à entreprendre et après, on repart à zéro et pour finir, on se décourage. Or, grâce à la formation, ça te permet de pouvoir créer ou bien te structurer pour mieux développer ton entrepreneuriat. À travers ces différents panélistes qui nous ont conseillés, nous avons maintenant une vision plus claire de ce qui se passe dans le monde professionnel.
Pour Meke Meïté, le président de l'université thématique de San Pedro, il s'agit à travers ce genre de rencontre de donner une autre vision de l'université. Il ne s'agit plus d'acquérir seulement des diplômes. Il faut qu'on songe à l'auto-emploi. Il y a une adéquation entre la formation et l'emploi. La CEGESI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a pris part à ce panel à travers son initiative appelée Conférence de l'entrepreneur. Aujourd'hui, il est important pour eux de savoir qu'après les études, il faut se projeter sur l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, ça se prépare dès les bancs d'école. Et nous avons eu vraiment plaisir à partager notre savoir avec les étudiants de l'université de San Pedro, que nous trouvons très enthousiastes et très entreprenants. Et c'est vraiment l'avenir de demain. L'université de San Pedro a signé par la même occasion une convention avec une structure de formation professionnelle et conseil aux entreprises basée en Guadeloupe. Et les guides religieux prient pour l'école ivoirienne, surtout pour l'éradication des maux qui minent cette école. C'était à l'occasion de la journée nationale de la prière en faveur de l'école ivoirienne, édition 2023, organisée par la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est avec Christ Diomandé et Walter Amadou Ouattara. La drogue, l'incivisme, l'alcool, la tricherie, autant de mots qui minent l'école ivoirienne. Pour lutter contre ces fléaux, des journées de prière nationales en faveur de l'école ivoirienne sont initiées par la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous devons nous constituer comme des soldats qui combattent l'ignorance qui est à la base de toutes les malversations. La drogue, la prostitution, parce que nous voulons faire de ce pays, la Côte d'Ivoire, le phare de l'Afrique de l'Ouest. Le message que nous leur donnons, c'est d'être des modèles dans leur conduite, des modèles dans leurs paroles, des modèles dans les études qu'ils font, des modèles de moralité. Tous les élèves de notre pays, la Côte d'Ivoire, doivent prendre conscience que leur avenir nous intéresse. Leur avenir intéresse nous les professeurs, nous les prêtres. Leur avenir intéresse leurs parents et toute la Côte d'Ivoire. Par conséquent, ils doivent mettre tout le sérieux possible dans leur formation. Les élèves disent bien percevoir le message. Après cette journée de prière, je compte être un bon élève, être un élève exemplaire. J'ai retenu que la consommation de la drogue n'est pas une bonne chose pour nous les élèves. Et puis ne pas tricher en classe, être assidu, poli et respectueux. Pour le directeur de la vie scolaire, ces journées de prière émanent de la vision de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Depuis 2021, nous étions un peu plus de 21 000 cas de fraude. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à moins, je dis bien à moins de 3 000 cas de fraude. Mais il appartient aussi aux parents d'aider l'école pour que les enfants, plus que hier, se mettent au travail. La direction de la vie scolaire entend continuer ses actions afin d'aider les futurs cadres du pays à adopter des comportements responsables. On change complètement de sujet à présent. On sera en Afrique du Sud où séjourne en ce moment le ministre des Eaux et Forêts. Laurent Tchagba a, en l'entame de sa mission, une séance de travail avec un spécialiste, partenaire spécialisé donc dans la création de parcs animaliers. Laurent Tchagba nourrit l'ambition de donner un visage plus reluisant à la forêt classée d'Anguédédou et d'implanter des sanctuaires fauniques dans le pays, cela pour favoriser le tourisme écologique. Et bien pour atteindre ces objectifs, il entend compter sur l'Afrique du Sud. C'est avec nos envoyés spéciaux, Khalil Diomandé et Ngata Kwame. On fait le point. Considérée comme le poumon vert d'Abidjan, la forêt classée d'Anguédédou est victime d'infiltrations clandestines qui tendent à la détruire. Il faut donc la clôturer pour assurer sa survie, mais également y développer un parc animalier en vue de sa valorisation.
Voici les ambitions que nourrit le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Des ambitions qu'il dévoile au cours d'une séance de travail à Cape Town avec son partenaire sud-africain Sustain, spécialisé en la matière. La forêt classée d'Anguédédou est une forêt capitale. Nous anticipons pour protéger cette forêt qui nous permet de recharger les nappes. C'est cette nappe-là qui permet de donner de l'eau potable aux populations d'Abidjan. Nous voulons développer dans chaque région un parc zoologique pour permettre de conserver la faune, mais aussi de faire de l'écotourisme avec. Et aujourd'hui, nous voulons prendre des dispositions pour créer 2 sanctuaires fauniques et stabiliser les éléments phoniques, surtout le mouvement des éléphants. C'est un projet d'une envergure nationale et important pour le ministère. Donc nous avons joué notre partition pour pouvoir atteindre tous les objectifs fixés et puis donner de la valeur au secteur environnemental de Côte d'Ivoire. Les 2 parties sont convenues de réaliser une étude de faisabilité des 10 projets d'ici à décembre 2023. À l'issue des échanges, la délégation ivoirienne et son partenaire ont effectué une immersion au sein du West Cape National Park et de la réserve animalière de Kwatou, avec son musée dédié à la culture San. Question de s'enrichir de l'expérience faunique et touristique sud-africaine. Nous sommes dans le pays qui a la plus grande réputation en matière de conservation et d'exploitation de la faune sauvage. Nous ressortons de cette visite enrichis d'informations et d'espoir surtout, quant à la collaboration pour nous aider à monter des projets pour la forêt classée d'Anguédédou, mais également pour la résolution des conflits hommes-faune à travers la création des sanctuaires de faune. Le fait de visiter ces 2 parcs nous a donné des idées. Quand nous allons aménager la forêt classée d'Anguédédou, nous allons pouvoir créer aussi un musée de la biodiversité pour que ça soit un produit d'appel pour appeler les gens à venir visiter ce parc. L'Afrique du Sud compte plus de 50 parcs et réserves naturelles, des atouts qui font de ce pays la première destination touristique du continent, devant la Tunisie et le Maroc. Un cas d'école pour la Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Dougrou-Palegnoa, localité située dans la région de Gagnoa, localité qui a été récemment le théâtre d'affrontements intercommunautaires ayant occasionné de nombreux dégâts matériels et des pertes malheureusement en vie humaine. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale s'est rendu sur les lieux pour justement appeler les populations au calme et également à tourner le dos à la violence. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. Dougrou-Palegnoa dans le département de Gagnoa, dans la région du Goa, a vu sa quiétude troublée par des affrontements intercommunautaires qui ont occasionné 2 pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Les séquelles dans le village sont encore visibles. Commerces sont pillés et saccagés, habitations décoiffées et incendiées, engins roulants calcinés. Au regard du bilan, le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, s'est rendu sur le lieu pour appeler les populations au calme. Il les a exhortés à tourner le dos à la violence. Tous ceux qui ont commis des crimes, ils vont être recherchés et arrêtés. Ceux qui sont arrêtés, ils vont être jugés. Ceux qui ont l'intention de continuer cette violence-là, vous allez être arrêtés et vous allez être mis en prison. Donc ne faites pas de violence, quelle que soit la raison. Rien ne peut justifier la violence. Les différents leaders locaux se sont engagés à cultiver le vivre ensemble. Le message du général est un message de rassemblement, un message de paix, un message de cohésion pour la population de Dougrou-Palegnoa. Donc c'est salutaire, je lui dis merci beaucoup. Nous, on veut la paix et la réconciliation totale entre nous et nos frères. Tout ce qu'il a dit même, ça nous a fait que cette nuit, on a bien dormi. Il n'y a pas eu de mouvement même qui est sorti. Aujourd'hui, il n'y a pas peur, et moi, le corps a bien, il n'y a plus peur. Je sais qu'ils sont venus nous soutenir, ils sont venus arranger, ils sont venus mettre la paix. Le village de Dougrou-Palegnoa retrouve sa quiétude et sa tranquillité d'antan. La présence des agents des forces de défense et de sécurité est visible sur les différents axes. De quoi dissuader toute récidive et rassurer les populations qui ont repris leurs activités. Des nouvelles plus réluisantes à présent. Je vous invite à l'Abissa, c'est à Grand Bassam, Sa Majesté Amontanoé, roi des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire et son peuple ont procédé dimanche aux échanges de vœux sur la place donc de l'Abissa. Mais avant,
Il a pris son bain annuel le matin avant donc d'entrer dans le nouvel an. Un nouvel an marqué par ses 20 ans d'existence, de règne. Victorien Ngwa. Le roi est au début et à la fin de la Bissa. Après le peuple, c'est au tour de Sa Majesté Amontanoé d'aller prendre son bain annuel. Il s'agit là d'enlever toute souillure avant de rentrer dans le nouvel an. Une séance d'exorcisme, un combat spirituel entre les Comelins, la reine-mère et les esprits malins. Au bout, c'est la victoire du peuple. Une entrée triomphale effectuée à la place de la Bissa pour les échanges de vœux avec le peuple. Sa Majesté Amontanoé célèbre à cette Bissa ses 20 ans de règne. La Bissa que nous célébrons n'est pas seulement sur la place de la Bissa au quartier France, le Grand Bassam en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de plus grand que nous. Et Sa Majesté, dans sa grande vision, a remis notre Abissa, le Nzama Kotoko, dans le grand parcours du grand peuple Nzama. Sa vision, c'est que le peuple Nzama puisse apporter sa pierre à la construction de l'universel en étant reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Chers frères et sœurs, Nzama et tous les autres frères et sœurs de Côte d'Ivoire, présents ici aujourd'hui, présents depuis une semaine, je vous dis merci. Merci pour l'honneur que vous faites de venir nous accompagner à célébrer notre fête sacrée, mais aussi une fête populaire, une fête non seulement demain, mais nationale et peut-être même déjà internationale. Merci, merci. Les Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire entrent ainsi dans le nouvel an. Un an pour corriger les imperfections et poursuivre leur développement socio-économique et politique. Et on termine à l'international, en Guinée, déploiement d'un important dispositif sécuritaire pour rechercher Claude Pivic. Claude Pivic, radié des effectifs de l'armée le dimanche 5 février au soir. Les autorités guinéennes ne lésinent pas sur les moyens pour le retrouver. Le militaire s'est évadé de prison samedi dernier après donc l'intervention d'un commando armé à la maison centrale. Ces co-détenus, dont le président Moussa Dadis Camara, étaient également sortis de leur cellule avant d'être rattrapés par les forces de l'ordre. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 15h.